L'Afrique est l'un des continents les plus riches de la planète, et pourtant elle reste l'un des plus pauvres. Ce paradoxe choque, dérange et semble illogique, surtout lorsqu'on regarde les chiffres de près. Or, pétrole, uranium, cobalt, or, terres rares, terres agricoles, tout indique que l'Afrique devrait être l'un des piliers de l'économie mondiale. Et pourtant, dans l'imaginaire collectif, lorsqu'on parle de l'Afrique, un mot revient presque systématiquement: pauvreté. Cette contradiction n'est ni un hasard, ni une fatalité, ni le résultat d'un manque de travail ou d'intelligence. Elle est le produit d'un système complexe, construit sur plusieurs décennies, parfois sur plusieurs siècles, et dont les mécanismes sont rarement expliqués clairement. Tant que ce système n'est pas compris, l'Afrique restera enfermée dans un récit qui ne lui rend pas justice. Selon de nombreuses institutions internationales, le continent africain concentre près de 30% des réserves minérales mondiales. La République démocratique du Congo détient à elle seule une part décisive du cobalt utilisé dans les batteries des téléphones, des ordinateurs et des véhicules électriques. Le Niger fournit de l'uranium qui alimente des centrales nucléaires à des milliers de kilomètres. L'Afrique de l'Ouest produit plus de 60% du cacao mondial, matière première essentielle à une industrie du chocolat qui génère des milliards de dollars chaque année. À cela s'ajoutent des millions d'hectares de terres agricoles encore peu exploitées et une population jeune, dynamique et en croissance. Sur le papier, tout semble réuni pour un développement massif. Pourtant, la réalité quotidienne de millions d'Africains est marquée par des difficultés économiques persistantes. L'économiste sénégalais Felwine Sarr expliquait que l'Afrique n'est pas pauvre, mais pauvrement racontée, soulignant ainsi que le problème commence souvent par la manière dont on décrit le continent. Mais au-delà du récit, il existe une réalité plus profonde. La richesse existe, mais elle circule mal. Elle apparaît dans les statistiques, mais disparaît dans la vie réelle. Elle est extraite, exportée, transformée ailleurs et redistribuée hors du continent. Ce décalage entre richesse potentielle et pauvreté vécue n'est pas une anomalie passagère, c'est une logique structurée. Comme le rappelait l'économiste Joseph Stiglitz, ce que l'on mesure influence ce que l'on valorise, et ce que l'on ne mesure pas finit par être ignoré. Les indicateurs économiques classiques donnent l'illusion de la croissance, mais ils ne montrent pas toujours où la valeur est réellement créée, ni qui en bénéficie. Comprendre pourquoi l'Afrique est riche mais reste pauvre nécessite donc d'aller au-delà des chiffres bruts et de s'intéresser aux règles invisibles qui gouvernent la circulation de la richesse. C'est exactement ce que nous allons faire dans ce documentaire. Analyser calmement, sans slogan ni raccourci, comment fonctionne ce système, pourquoi il persiste et ce qu'il implique pour l'avenir du continent. Si tu veux vraiment comprendre ce paradoxe et voir l'Afrique en vrai, alors cette analyse ne fait que commencer. Pour comprendre pourquoi ce modèle d'exportation brute persiste encore aujourd'hui, il faut revenir à la manière dont les économies africaines ont été construites dès le départ. Pendant la période coloniale, l'objectif n'était pas de développer des sociétés autonomes et industrialisées, mais d'organiser l'extraction rapide et efficace des ressources vers l'extérieur. Les infrastructures mises en place répondaient à cette logique. Les routes reliaient les zones minières et agricoles aux ports, mais rarement les régions entre elles. Les chemins de fer servaient à transporter des matières premières, pas à stimuler un marché intérieur. Les économies locales ont été spécialisées de force. Cacao ici, coton là, minerai ailleurs, empêchant toute diversification durable. Cette organisation a profondément déséquilibré les structures économiques africaines. Après les indépendances, beaucoup de pays ont hérité de ces économies dépendantes, avec peu d'industrie locale, une faible capacité technologique et une forte dépendance aux exportations. Changer ce modèle s'est avéré extrêmement difficile car il nécessitait des investissements massifs, une stabilité politique durable et un accès à des financements à long terme. L'historien Basil Davidson expliquait que les États africains post-coloniaux étaient souvent des structures administratives sans base économique solide, construites pour gérer l'exportation plutôt que pour organiser le développement intérieur. À cela se sont ajoutées des frontières artificielles qui ont fragmenté les espaces économiques traditionnels et rendu difficile la création de marchés nationaux intégrés. Dans ce contexte, même lorsque certains pays ont tenté de développer une industrialisation locale, ils se sont heurtés à des contraintes multiples.
manque de capitaux, concurrence internationale agressive, dépendance technologique et instabilité politique. Les crises économiques mondiales ont accentué cette fragilité. Lorsque les prix des matières premières chutent, les recettes publiques s'effondrent, les budgets sociaux sont réduits et les investissements sont reportés. Cette vulnérabilité permanente empêche toute planification à long terme. L'économiste Samir Amin parlait de désarticulation économique pour décrire ces économies où les secteurs productifs ne sont pas reliés entre eux, mais directement branchés sur le marché mondial. Dans un tel système, la croissance profite peu à la population, car elle ne crée pas d'emplois industriels massifs ni de transfert de compétences. La pauvreté qui en résulte n'est donc pas une conséquence d'un manque d'efforts, mais le produit d'un modèle hérité, reproduit et rarement remis en cause. Comprendre cette histoire n'a pas pour but de justifier l'immobilisme, mais d'expliquer pourquoi la transformation est lente, complexe et semée d'obstacles. Cette prise de conscience est essentielle car elle montre que le problème n'est pas seulement économique, mais profondément structurel. Mais le véritable cœur du problème ne se trouve pas seulement dans l'histoire ou dans l'exportation des matières premières. Et c'est ici que tout change. Car même lorsqu'un pays possède des ressources, même lorsqu'il tente de transformer son économie, un autre levier invisible entre en jeu, la monnaie et la finance. Une monnaie n'est pas un simple outil pour acheter et vendre. C'est un instrument de pouvoir qui détermine ce qu'un État peut faire ou ne pas faire. Elle permet d'investir, de soutenir une industrie, de financer des infrastructures ou de répondre à une crise. Lorsqu'un pays ne maîtrise pas pleinement sa politique monétaire, sa capacité de développement est fortement limitée. Dans de nombreux pays africains, les choix économiques sont contraints par des règles financières héritées, des accords anciens ou des dépendances extérieures qui réduisent la marge de manœuvre des gouvernements. À cela s'ajoute le poids de la dette. Une grande partie des recettes publiques sert à rembourser des créanciers plutôt qu'à investir dans l'éducation, la santé ou l'industrialisation. Cette situation crée un cercle vicieux. Pour rembourser, il faut exporter davantage, souvent à bas prix, ce qui renforce la dépendance aux marchés mondiaux et empêche la création de valeur locale. L'ancien président burkinabé Thomas Sankara résumait ce piège en affirmant qu'un pays endetté ne décide jamais librement de son avenir. Sans tomber dans le discours radical, cette phrase met en lumière une réalité simple. Lorsqu'une grande partie des décisions économiques est dictée par des impératifs financiers extérieurs, le développement devient conditionnel. Les institutions financières internationales, en échange de prêts ou d'allègements de dettes, imposent souvent des politiques de rigueur, des privatisations et une ouverture accélérée des marchés. Ces mesures peuvent indiquer stabiliser des indicateurs à court terme, mais elles fragilisent souvent les économies locales, détruisent des industries naissantes et augmentent la dépendance aux importations. L'économiste Joseph Stiglitz a lui-même critiqué ces politiques, rappelant qu'appliquer les mêmes recettes à tous les pays ignore les réalités historiques et sociales propres à chacun. Dans ce contexte, la monnaie et la dette deviennent des mécanismes silencieux qui orientent les choix politiques sans apparaître clairement dans le débat public. La richesse continue d'être produite, mais son utilisation est encadrée, limitée et souvent détournée de ses objectifs de développement. Comprendre ce levier financier est essentiel, car il explique pourquoi, même lorsque l'Afrique dispose de ressources, de population et de volonté, la transformation économique reste lente et fragile. Pour comprendre concrètement pourquoi la richesse africaine ne se transforme pas en prospérité durable, il faut quitter les concepts abstraits et regarder des exemples précis, simples et parlants. Prenons le cas du cacao. Plus de 60% du cacao mondial est produit en Afrique de l'Ouest, principalement en Côte d'Ivoire et au Ghana. Des millions de familles vivent de cette culture, souvent dans des conditions difficiles, avec des revenus très faibles. Pourtant, l'industrie mondiale du chocolat représente des dizaines de milliards de dollars chaque année. La question est simple. Si l'Afrique produit l'essentiel de la matière première, pourquoi ne contrôle-t-elle pas l'essentiel de la valeur ? La réponse tient dans la chaîne de transformation. Le cacao africain est exporté brut, puis transformé ailleurs en beurre de cacao, en poudre, en chocolat fini, en marque, en marketing et en réseau de distribution. C'est dans ces étapes que se crée la vraie richesse. L'agriculteur africain vend une fève à bas prix, pendant que le produit final
est vendu des centaines de fois plus cher sur les marchés internationaux. Cette logique n'est pas propre au cacao. Elle se répète avec le pétrole. De nombreux pays africains exportent du pétrole brut, mais importent du carburant raffiné à prix élevé. Cela signifie que même pour consommer leurs propres ressources, ils doivent payer une valeur ajoutée créée ailleurs. Le paradoxe est frappant, des pays producteurs de pétrole peuvent connaître des pénuries de carburant ou des prix élevés à la pompe. Le cas de l'uranium est encore plus révélateur. Le Niger figure parmi les principaux producteurs mondiaux d'uranium, un minerai stratégique pour l'énergie nucléaire. Pourtant, une grande partie de la population nigérienne n'a pas accès à l'électricité. L'uranium quitte le pays, alimente des centrales étrangères, mais la valeur industrielle, technologique et énergétique est captée hors du territoire. L'historien Walter Rodney expliquait que le sous-développement n'est pas l'absence de développement, mais le résultat d'un processus actif par lequel une région est intégrée à l'économie mondiale de manière déséquilibrée. Ce déséquilibre se retrouve aussi dans le secteur minier. La République démocratique du Congo fournit une grande partie du cobalt mondial, indispensable aux batteries modernes. Ce cobalt est extrait dans des conditions souvent difficiles, puis exporté vers des usines situées en Asie, en Europe ou en Amérique du Nord, où il est transformé en composants à haute valeur technologique. Les profits, les brevets, les emplois qualifiés et l'innovation se concentrent ailleurs. L'Afrique reste au début de la chaîne, là où les marges sont faibles et les risques élevés. Cette situation crée une illusion de richesse. Les chiffres d'exportation peuvent augmenter, les recettes peuvent sembler importantes, mais la structure de l'économie ne change pas. Comme le rappelait l'économiste Ha-Joon Chang, aucun pays ne s'est développé durablement en restant simple exportateur de matières premières. Tous les pays aujourd'hui industrialisés ont, à un moment de leur histoire, protégé leurs industries, transformé leurs ressources localement et construit des chaînes de valeur complètes. En Afrique, cette transformation est freinée par des facteurs historiques, économiques et politiques que nous allons continuer à analyser. Mais à ce stade, une chose devient claire, le problème n'est pas l'absence de richesse, c'est l'endroit où la richesse est créée, captée et redistribuée. Tant que l'Afrique restera cantonnée au rôle de fournisseur de matières premières, elle restera riche dans les chiffres, mais pauvre dans la réalité vécue par ses populations. Mais aucun système ne peut fonctionner durablement sans relais interne, et c'est ici qu'un autre élément essentiel entre en jeu, le rôle des élites locales et la fuite des capitaux. Expliquer la pauvreté africaine uniquement par des facteurs extérieurs serait incomplet et peu convaincant, car une partie de la richesse produite sur le continent est aussi captée, détournée ou mal gérée à l'intérieur même des États. Dans de nombreux pays africains, les ressources naturelles génèrent des revenus importants, mais ces revenus ne sont pas toujours investis dans le développement collectif. Selon plusieurs rapports internationaux, l'Afrique perd chaque année des dizaines de milliards de dollars à travers des flux financiers illicites, de l'évasion fiscale et des montages financiers complexes qui transfèrent la richesse vers des comptes situés hors du continent. Cette somme dépasse souvent l'aide publique au développement reçue par l'Afrique. L'économiste nigérian Pius Okigbo parlait déjà, dès les années 1980, d'élites prédatrices pour décrire des groupes qui utilisent l'État comme un instrument de rente plutôt que comme un outil de transformation sociale. Cette situation est souvent rendue possible par la faiblesse des institutions, l'absence de contre-pouvoir solide et une justice parfois dépendante du pouvoir politique. Dans ces conditions, les ressources naturelles deviennent une source de richesse rapide pour une minorité au lieu d'être un levier de développement à long terme. Les revenus issus du pétrole, des minerais ou des concessions agricoles servent alors à financer des réseaux de pouvoir, des clientélismes politiques ou des modes de vie déconnectés des réalités populaires, tandis que les infrastructures, l'éducation et la santé restent sous-financées. Frantz Fanon avait mis en garde contre ce phénomène en expliquant que, sans transformation profonde des structures économiques, une bourgeoisie nationale peut simplement remplacer le colonisateur sans changer la logique du système. La fuite des capitaux aggrave encore ce problème. Lorsque l'argent quitte le pays, il ne peut pas être investi localement, ce qui oblige les États à s'endetter pour financer leurs besoins essentiels. Le cercle vicieux se referme. Mauvaise gouvernance, perte de ressources internes, dépendance accrue à l'endettement extérieur, puis nouvelles contraintes financières. Il est important de souligner que cette réalité n'est ni uniforme ni inévitable.
Là où les institutions sont plus solides, où la transparence progresse et où la société civile joue un rôle actif, les résultats sont différents. Mais tant que la richesse africaine pourra être extraite, captée et transférée avec la complicité de relais internes, le développement restera fragile. Cette dimension interne est essentielle pour comprendre pourquoi la richesse du continent ne se traduit pas automatiquement par une amélioration durable des conditions de vie, et pourquoi le changement nécessite à la fois une transformation des règles externes et une réforme profonde des pratiques internes. Si les causes du paradoxe africain sont connues depuis longtemps, une question revient sans cesse. Pourquoi, malgré les analyses, les alertes et les discours, le changement reste-t-il si lent ? La réponse ne tient pas à un manque d'idées ou de solutions, mais au coût réel du changement. Transformer un système économique ne se limite pas à changer des lois ou à prononcer des discours ambitieux. Cela signifie remettre en cause des intérêts puissants, internes comme externes, qui profitent du fonctionnement actuel. Chaque tentative de réforme profonde touche des équilibres fragiles, des réseaux politiques installés, des accords commerciaux anciens, des dépendances financières et des alliances géopolitiques. Dans beaucoup de pays africains, l'État dépend fortement de quelques sources de revenus, souvent liées à l'exportation de matières premières. Modifier ce modèle implique d'accepter, au moins temporairement, une baisse de revenus, des tensions sociales et une instabilité politique. Peu de gouvernements, surtout dans des contextes déjà fragiles, sont prêts à prendre ce risque. À cela s'ajoute la pression extérieure. Un pays qui cherche à changer rapidement de trajectoire économique peut faire face à des sanctions indirectes, à la fuite des investisseurs, à une dégradation de sa note financière ou à une restriction de l'accès aux marchés internationaux. Même lorsque la volonté politique existe, les marges de manœuvre restent étroites. L'économiste Dani Rodrik rappelle que le développement n'est pas une recette universelle, mais un processus d'expérimentation, où chaque erreur peut être lourdement sanctionnée. Le changement est également freiné par des facteurs institutionnels et sociaux. Des décennies de dépendance ont affaibli la capacité administrative de nombreux États, limité la formation de compétences techniques locales et réduit la continuité des politiques publiques. Construire des industries, développer la recherche, renforcer l'éducation technique et sécuriser l'investissement local demandent du temps, de la stabilité et une vision à long terme, des éléments difficiles à maintenir dans des environnements marqués par des crises récurrentes. Il existe aussi une dimension psychologique rarement évoquée. Après des décennies de promesses non tenues, de plans avortés et de réformes incomplètes, une forme de fatigue collective s'installe. Cette fatigue n'est pas un manque de volonté, mais une réponse à un système qui décourage souvent ceux qui tentent de le transformer trop vite. Frantz Fanon écrivait que chaque génération doit découvrir sa mission, l'accomplir ou la trahir, soulignant ainsi que le changement est un processus historique, pas un événement instantané. Comprendre la lenteur du changement en Afrique ne revient donc pas à l'excuser, mais à reconnaître que le développement est un chemin long, conflictuel et profondément humain. Tant que le coût du changement sera perçu comme plus élevé que celui du statu quo, la transformation restera fragile, partielle et incomplète. L'Afrique n'est pas pauvre par nature. Elle n'est pas pauvre parce qu'elle manquerait de ressources, d'intelligence ou de travail. Elle est pauvre parce que la richesse qu'elle produit ne reste pas là où elle est créée. Ce documentaire a montré que ce paradoxe n'est ni un accident, ni une fatalité, mais le résultat d'une histoire longue, de structures économiques déséquilibrées, de mécanismes financiers invisibles et de choix politiques, internes comme externes. Comprendre cela, ce n'est pas chercher des excuses, c'est regarder la réalité en face. Car tant que les règles du jeu ne sont pas comprises, le jeu continue sans ceux qui en subissent les conséquences. Comme l'écrivait le philosophe grec Épictète, ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais l'idée qu'ils s'en font. Changer le récit sans changer la compréhension ne suffit pas. Mais changer la compréhension est toujours le premier pas vers une transformation réelle. Aujourd'hui, l'Afrique se trouve à un carrefour. Le potentiel existe, les ressources existent, les compétences existent. Ce qui manque encore, ce sont des systèmes capables de transformer cette richesse en développement collectif durable. Et cette transformation ne se fera ni en un jour, ni par des slogans, ni par des solutions miracles. Elle commencera par une prise de conscience, par des débats honnêtes et par une exigence de responsabilité, à la fois envers les systèmes extérieurs
et envers nous-mêmes. Maintenant, j'aimerais vraiment savoir ce que tu en penses. Est-ce que cette analyse te semble juste ? Est-ce que tu es d'accord ou pas ? Écris-le en commentaire, ton avis compte. Si cette vidéo t'a aidé à mieux comprendre, prends une seconde pour liker et la partager autour de toi, cela aide énormément la chaîne. Et surtout, abonne-toi, parce que sur cette chaîne, on va continuer à analyser les pays, les systèmes et les silences que personne n'explique. Ici, on parle de l'Afrique en vrai,